Bon, bonjour à tous et puis merci d'être là et de m'écouter. Alors, je vais vous proposer trois utilisations. En fait, compte, je crois que j'en ai mis un peu plus. Bon, voilà, c'est le bonus d'aujourd'hui. Quatre utilisations du volume qui vont booster votre performance. Donc, j'ai une façon de trader, c'est plutôt, j'observe les graphiques et c'est un peu ce que j'essaye de faire à chaque fois à travers mes présentations. Et après, vous pouvez toujours utiliser les indicateurs, hein. Je voyais Patricia utiliser le RSI, c'est excellent. Mais je trouve que c'est encore plus intéressant d'abord de regarder les graphiques et après on confirme avec les indicateurs. Voilà, alors on est parti. Euh, Alors l'avertissement. Alors très rapidement, hein, pour savoir, pour certains qui ne me connaissent pas, qui je suis, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je trade. J'ai commencé sur le forex, j'étais courtier à Tokyo. Puis après, j'étais ce qu'on appelle un négociateur en compte propre avec la bourse de Singapour, où je faisais du scalping sur les indices asiatiques comme le Nikkei. Et puis au bout de 3 ans, le scalping, ça me plaisait pas, donc je suis passée en compte propre et mon courtier proposait des CFD. Donc, c'est comme ça que je me suis mis sur les matières premières, les indices, etc. Et j'ai un client qui, depuis 1 an à peu près, me disait qu'il aimerait bien que je fasse aussi les actions. Du coup, je me suis mis sur les actions et j'aime beaucoup. Alors du coup, maintenant, je fais je vous parle aussi des actions. Donc mon truc, c'est vraiment le swing trading en journalier. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est en swing trading, mais c'est totalement applicable aussi en intraday et même en scalping. Et donc ma spécialité, c'est vraiment toute l'action des prix avec le volume et le temps. Donc voilà, et je suis aussi coach et professeur de psychologie de trading en master 2. Alors, on va commencer vraiment dans le cœur du sujet. Quand vous prenez un trade, il y a vraiment 2 questions à se poser. La première, elle est totalement évidente, c'est se dire, qui est le camp gagnant? Est-ce que ce sont les acheteurs ou est-ce que ce sont, les vendeurs? Donc on se met avec ceux qui dominent. Mais il y a toujours une deuxième question qu'il faut se poser avant de passer le trade, c'est est-ce que, par exemple, si ce sont les acheteurs qui dominent, est-ce qu'ils vont être encore dominants au moment où je vais sortir, hein? Je définis toujours un premier objectif. Donc, je veux savoir si, au moment de mon premier objectif, est-ce que ce camp va encore dominer? S'il me montre des signes de faiblesse, j'ai deux options. Soit je prends pas mon trade, soit je peux prendre un trade opposé, attendre une confirmation et prendre un trade opposé. Donc, ce que j'utilise, donc moi, c'est le price action, l'action des prix, et ça me permet de répondre à ces questions. Et j'utilise 3 données qui va être le prix, bon ça tout le monde le fait, le temps, on va voir ça après, et le volume. En fait, quand il y a une quatrième donnée dont on parle pratiquement jamais, qui sont les intérêts ouverts. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais juste petite présentation. Les intérêts ouverts, c'est tous les contrats qui vont être ouverts la nuit. Et donc, c'est un message très fort. Ça veut dire que ce sont des investisseurs ou des traders qui pensent que le mouvement actuel va continuer le lendemain. Donc, vraiment quelque chose de très important. Donc, avec ces 4 données, bon, nous, on va en utiliser que 3 aujourd'hui, on a énormément d'informations. Alors, je prends le graphique ici. Vous avez ici le prix, ici le volume et ici le temps. Alors, on va faire une petite définition. Le volume, ça mesure la quantité de transactions qui sont effectuées sur un actif, que ce soit à l'achat comme à la vente. Alors, ça va pas me dire s'il y a des gros acheteurs ou des petits acheteurs. C'est vraiment le nombre total de transactions. Alors, quand on est en intraday et en scalping,
Bon, maintenant, les données sont données de façon beaucoup plus, rapide, mais ça n'empêche que si on veut avoir vraiment le volume exact, il va falloir attendre la fin de la journée. Donc on a déjà une bonne idée en intraday, mais le vrai chiffre exact, c'est à la fin de la journée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette, série. C'est une série française, hein, qui s'appelle Scalp. Et c'était, c'est ce que j'étais d'ailleurs avec la bourse de Singapour, sauf que malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance d'être, sur le parquet, à la corbeille et tous les traders, comme ça, en compte propre, avaient une veste rouge. Bon et puis autour, on avait, toutes les banques et qui étaient reconnaissables avec, leur veste de couleurs différentes. Hem et à ce moment-là, c'était d'une certaine manière plus facile de trader parce qu'il suffisait, quand le marché était calme, en fait compte, il y avait pratiquement pas d'action. On voyait les traders qui pouvaient se parler entre eux ou prendre un petit peu de trade, mais il y avait pas tellement d'activité. Et à partir du moment où, le marché commençait vraiment à prendre une tendance, et bien là, il y avait une vraie effervescence, hein, comme on voit sur la photo et donc déjà rien qu'au bruit, on savait que le marché avait une tendance. Donc c'était le volume, hein, c'était beaucoup plus facile. Et puis évidemment, on voyait aussi, avec les signaux d'achat ou de vente. Donc c'est un peu ce que je dis à mes élèves en master, c'est, d'une certaine manière, maintenant, c'est plus difficile de trader parce qu'on n'a plus que l'électronique et en plus, pour ceux qui font le carnet d'ordre, ils le savent, il y a beaucoup de manipulation. Alors que, au parquet, eh bien, il y avait, beaucoup de choses qu'on pouvait voir et c'était plus facile. Alors cette image, elle est sortie de cette série qui date, de 2008 et que vous pouvez sûrement retrouver sur Canal+. Alors pour avoir, les chiffres sur le volume, il faut absolument utiliser, les graphiques sur les contrats à terme, les contrats futurs. Donc, les contrats à terme, ils ne sont tradés que sur les bourses. Donc là, je les ai mis quelques-unes, hein, principales. La bourse de Chicago, CME, Euronext pour tout ce qui va être Paris, Belgique, et cetera. La bourse de New York, le COMEX qui a maintenant, fait partie de la bourse de Chicago, et le COMEX, c'est tout ce qui est or, argent, cuivre, et cetera. La bourse de Londres et puis, le REX pour le DAX. Alors, si vous tradez en CFD, c'est pas un problème. En fait, quand moi, ça m'arrive aussi de trader en CFD, toute mon analyse, je la fais sur, des graphiques de contrat à terme parce que j'utilise donc, comme je l'ai dit, les 3 données, le temps, le volume et le prix. Et après, bah, j'ajuste, sur le CFD, mais en général, il y a pas énormément de différence, hein. Le seul contrat qui est un peu compliqué, je dois dire, c'est le gaz naturel. Donc, voilà, quelquefois, je peux avoir une énorme différence, mais sinon, en général, c'est à peu près identique. Et dans les contrats à terme, je vais utiliser, les contrats à terme, continus et si je vous fais du scalping en intraday, évidemment, vous avez le contrat qui est en cours. Heu et pour le bitcoin, l'exception, c'est le bitcoin parce que maintenant il est, tradé, sur la bourse de Chicago, mais c'est encore assez nouveau, ça fait quoi? 2-3 ans. Donc il y a pas énormément de données, je ne sais pas s'il y a énormément de volume. Donc toutes mes analyses, je les fais sur Binance où je pense qu'il y a, sûrement le plus de volume. Alors voilà, je vous donne un exemple ici, donc ça, c'est un de mes graphiques et comme on voit, c'est sur l'or et j'utilise le COMEX. Donc, et si je le compare ici, là, j'ai pris juste, sur TradingView, j'en ai pris un sur, Active Trade. C'est un CFD et alors, c'est pas très visible, mais si vous voyez ici, hein, il y a une différence. Vous voyez, c'est pas exactement identique et
c'est encore plus flagrant ici au niveau du volume. Hein, j'ai pris les 2 graphiques que je vous ai montrés et on voit une différence. Par exemple ici, c'est très important, ici, j'ai un volume acheteur. Par contre, mon CFD ici me met un gros volume, vendeur. Donc ça me pose un problème. Donc c'est pour ça que j'utilise uniquement pour mes analyses les contrats à terme. Alors, donc on peut utiliser le volume pour se positionner sur, les marchés les plus actifs. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux et puis tous les dimanches, je fais, des analyses que je poste sur YouTube. Je parle tout le temps du bitcoin que je trade, actuellement, pratiquement plus, mais que j'ai beaucoup tradé et ma raison pourquoi je ne le trade plus en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de volume. Je compare, hein, ici, on le voit très bien, il y avait du volume, il y avait de l'intérêt et à partir, c'était ici, c'était je crois le 9 ou le 10 octobre quand Donald Trump avait fait, l'annonce qu'il allait, multiplier par, 100 les, droits de douane sur les terres rares avec la Chine. Les indices ont été impactés, mais encore plus les cryptos. Je comprends pas très bien pourquoi, mais depuis, eh bien, tous les marchés crypto n'arrêtent pas de baisser et maintenant il y a véritablement, 0 intérêt. Du coup, je vais pas me positionner ici, hein, sur ce marché-là parce que, ça n'intéresse personne. Un autre exemple, ça va être sur l'or. Je viens de voir là la fin de la présentation de Patricia, elle vous en a parlé. Donc ce qu'elle appelle, si je me rappelle bien, la phase de progression. Donc la tendance ici, on voit très bien et on a vraiment du volume. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, des particuliers, mais surtout moi ce que je veux, c'est de l'intérêt des professionnels et on le voit et à partir de là, ici, c'est arrêté et depuis, eh ben, on voit le volume est beaucoup moins important. Donc il y a moins d'intérêt. D'ailleurs, on voit c'est plus difficile, voilà, on voit très, très bien, hein. C'est pratiquement impossible de trader, ces petits mouvements-là. Donc voilà, une des utilisations du volume, c'est être sur les marchés les plus actifs. J'ai oublié de dire aussi, l'utilisation des contrats à terme, c'est très intéressant de les suivre parce que c'est là où sont les professionnels. Les professionnels, il y en a très peu qui utilisent, les CFD. Ils utilisent essentiellement les contrats à terme. Donc on peut voir aussi, un petit peu à travers le volume ce qu'ils font, grâce à ces graphiques. Alors un autre exemple, eh bien sur l'argent, pareil, hein, que sur l'or, on voit, hein, une belle tendance. On a eu du volume et puis là, ben, maintenant le volume, il baisse de plus en plus. Il y a pratiquement de moins en moins d'intérêt et on le voit aussi avec la taille des bougies. C'est pareil que pour l'or, ça devient, très difficile à trader. Heu, L'avantage qu'on a quand on est trader indépendant, c'est qu'on peut trader ce qu'on veut. Et les unités de temps que l'on veut. Donc, il faut vraiment en profiter. On n'est pas bloqué sur un seul marché. On peut jouer sur les marchés qui sont les plus actifs. Donc, il faut en profiter. Alors là, c'est une action. C'est Abivax. Je pense que j'en ai parlé peut-être dimanche ou la semaine d'avant. C'est intéressant, hein, parce que si on regarde que les prix, on se dit: «Ah bon, bah, voilà, le marché rebondit encore sur ce support, c'est bon, il va repartir» et cetera. Sauf que moi, ce qui me gêne ici, c'est qu'il y a pas de volume. Pas de volume, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas d'institutionnels. Moi, ce que je veux voir, ce sont des institutionnels. Je veux pas que des petits traders, je veux aussi les institutionnels, c'est eux qui vont faire, pousser le marché, vers le haut. Et donc voilà, donc j'explique que malgré, cette formation-là, pour moi, ce n'est pas un trade. Après, je peux me tromper, hein. Alors une autre, utilisation du volume, ça va être pour confirmer la tendance. Alors le volume, il aide à confirmer la direction de la tendance en cours. On va voir plusieurs exemples ici.
Alors déjà, je vous mets, je pense Raphaël après va mettre, en vidéo, sur YouTube, toute ma présentation, donc c'est pas la peine de se rappeler. Mais quand le volume monte, ça confirme, la tendance. Donc ici, si mon volume monte, que mes prix montent, eh bien, c'est une confirmation de la tendance haussière. Le volume monte et les prix baissent, c'est une confirmation de ma tendance baissière. Par contre, j'ai une baisse du volume, mais, mais les prix montent, eh bien, ma tendance haussière perd de sa force. Si vous vous rappelez, au tout début de ma présentation, c'était ma deuxième question, c'est de savoir si le camp qui domine va encore dominer suffisamment longtemps pour que j'ai le temps de prendre un profit. Si la tendance se retourne pratiquement immédiatement, moi je me retrouve comme une idiote avec une position perdante. Donc je regarde toujours si le camp dominant va dominer encore un certain temps. Donc voilà, si je vois une baisse du volume, ça me pose un problème. C'est un peu ce qu'on vient de voir ici, entre autres sur Abivax. Pareil, une baisse du volume et puis les prix baissent, eh bien, j'ai une tendance baissière qui potentiellement est en train de perdre de sa force. Alors, on va prendre des exemples. Alors, j'avais pris le cacao ici. Et donc, ici, on avait comme un range, une consolidation ici. Donc, on n'avait pas de véritable mouvement. Et puis là, donc ici, hein, on voit bien, c'est un contrat futur sur ICE. Et là, ici, il y a eu un très fort volume. Donc, il y a des chances qu'il y ait des institutionnels qui ont ici acheté. Donc, on a le mouvement qui sort ici au-dessus de la résistance. C'est déjà un signe. Et puis après, à chaque fois ici que j'ai une bougie ici, j'ai une pique du volume acheteur. Là, alors là, c'est très intéressant, c'est cette bougie-là hein, qui teste plus bas et elle remonte en plus avec du volume. Ça, ce genre de bougie-là, c'est génial, hein, c'est vraiment un achat. Toujours pareil, hein, ça continue à monter. Donc voilà. Après, la tendance, elle commence un petit peu à faire des corrections un petit peu plus profondes. Et puis, hop, là, on repart. Et de nouveau, la tendance là est vraiment, vraiment repartie. Donc, on regarde ici à chaque fois. Hein, donc, toujours quand on voit une pique. Alors, ce qu'il faut regarder dans le volume, c'est pas chaque petite barre. Hein. C'est un peu comme pour les bougies. Hein. On va pas regarder chaque petite bougie. On regarde uniquement les barres qui dominent ou qui sont extrêmement petites, hein, comme par exemple ici. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Donc, je vais regarder que les extrêmes, hein, ici, ici. Ici, elle dépasse, hein, donc elle est intéressante. Ou je regarde plutôt le fait qu'on a un volume qui augmente. Hein. On le voit encore plus ici. Donc c'est les deux choses, hein. Mais commencez pas à regarder, à me dire: «Ah tiens, c'est une petite barre rouge ou cette barre rouge» et cetera. Il faut, il faut pas regarder chaque, barre de volume, mais vraiment dans un ensemble et en plus les comparer, avec les bougies. Pour le DAX, alors, le cacao, je vous le remets, c'était en tendance haussière. Le DAX, eh bien, on va faire, ça va être exactement l'inverse, mais en tendance baissière. Donc là, il a commencé à prendre une tendance baissière, mais c'est pas encore, bon, voilà, on était encore je l'ai pas montré, mais ici, on était en tendance haussière. Donc là, il est en train de se retourner. On a une pique, donc c'est intéressant à noter. Et puis voilà, donc il continue à vraiment monter. Donc on a toujours du volume vendeur qui domine. Ici, il reprend. Le volume vendeur, vraiment, là aussi domine. Hein, si on fait par rapport au volume acheteur, il domine vraiment le marché. Là encore, ça domine. Et puis ici, ici. Par contre, si le volume
indique confirme une tendance. Au contraire, si on a une baisse du volume, on est dans une correction. C'est ce que je disais, c'est donc toujours ma deuxième question, c'est que on est peut-être dans une correction ou peut-être un changement de tendance. Alors, on va voir des exemples. Je reprends toujours mon DAX ici. Donc, on était en tendance baissière. Ici, le volume, le marché corrige et on voit bien que ici, le volume descend. Donc là, ça monte et ça descend. Ici, le marché corrige et on voit bien, hein, faut pas prendre qu'une bougie, hein, mais vraiment l'ensemble. On voit très bien que le volume descend. Et puis à partir du moment où on repart, on voit ici que le volume remonte. On voit très très bien ici que le volume remonte. Je vous ai mis Google. Donc ici, c'est une correction et on voit très très bien que le volume aussi est en train de baisser. Le marché est monté, correction, et là aussi le volume est vraiment baissé. Et puis au moment où il commence à repartir, eh bien ça y est, on a un pic de volume acheteur. Donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser le volume quand on trade, hein. Ça donne beaucoup d'informations, ça explique la force d'un mouvement et donc de la tendance. Ici, un autre exemple, c'est Euronext, donc sur la bourse de Paris, Euronext Paris. Et là, le marché, ça j'ai une newsletter, donc j'avais posté ici, donc c'était un achat puisque on avait une belle tendance haussière. Le marché reclôturé au-dessus de 2 supports, c'était un achat. Et puis là, on voit ici que le marché corrige et on voit très bien aussi la baisse du volume. Ce qui est intéressant, tout à l'heure je parlais du temps, c'est qu'on voit ici à peu près en 3 bougies, le marché a énormément grimpé. Par contre, ici, on a 3 petites bougies et il a extrêmement peu baissé. Donc rien que ça vous dit que c'est une correction. Vous n'avez pas besoin d'indicateur ou autre, hein, c'est juste en observant que à peu près sur 3 bougies, donc même période de temps. Ici, on a une très grande distance parcourue et ici, pratiquement rien du tout. Alors, la dernière chose aussi, c'est que le volume, il confirme une continuation après une cassure. Et ça, c'est extrêmement utile à savoir, et notamment sur les actions. Ça, c'est vraiment, si vous traitez les actions, surtout en journalier ou en hebdomadaire, vraiment utiliser le volume. Vous allez voir, ça va faire une différence entre les bons et les mauvais signaux. Alors, je veux une hausse du volume quand le marché a cassé une résistance ou un support. Alors, je vous ai mis un exemple ici. Alors, c'était sur le E-mini, le SP500, donc qui est tradé sur la bourse de Chicago ici. Et on voit, il casse ici la résistance et il n'y a pas de volume. Donc c'est suspicieux. Je vais pas prendre ce trade, je vais attendre de voir. Après, il repasse au-dessus. Pareil, hein, le volume acheteur, il n'est pas terrible, hein. Ce volume acheteur, il aurait dû être supérieur à celui-là. C'est pas du tout le cas. Et effectivement, il recorrige. Là, il repart largement au-dessus. On a une grande bougie et on a du volume acheteur. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Sinon, on pourrait voir autre chose. Je ne l'ai pas noté, donc c'est plus difficile. Mais si vous tradez le E-mini 500 en journalier, regardez, il marche extrêmement bien avec le volume. Un autre exemple ici, ça va être L'Oréal. Donc, il nous a fait ici une résistance pendant très, très, très longtemps, ici.
et donc pour arriver à casser une telle résistance, il va lui falloir beaucoup de volume. Et ça va être toujours pareil, il va falloir les institutionnels et on voit ici, on a le volume. Alors, vous allez me dire, il est, plus petit que cela et celui-là, sauf que, ben, elle vous en a un petit peu parlé, tout à l'heure, j'imagine Patricia. C'est ce qu'on appelle l'accumulation. Donc les institutionnels ici ont dû accumuler des positions et ça se voit à travers ces grandes bougies, vertes. Et donc il va casser. C'est pas une énorme, bougie de volume, verte, mais elle est supérieure à celle-là et pour moi, c'est un signal suffisant que c'est bon. Bon après on aurait pu rentrer, si vous étiez un petit peu indécis sur celle-là, vous pouviez toujours rentrer sur celle-là. Hem, alors un autre exemple ici, j'ai pris, Air Liquide et hem, il nous avait fait une consolidation ici pendant un certain temps. C'est un exemple extrêmement récent, hein, dont j'ai parlé dans ma newsletter et dans mes revues, hebdomadaires et donc il nous a fait une consolidation. On est ici en journalier et le jour où il a cassé, bon alors déjà on a une très grande bougie, c'est un signe, mais j'ai aussi un volume acheteur qui est intéressant et on voit ici absolument dans le range, dans la consolidation, on voit très bien que le volume baisse, hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt, ici, pas beaucoup de gens qui sont intéressés à trader ou même à investir et donc c'est au moment de la sortie que tout le monde, s'y met. Donc c'est intéressant. Ici, de nouveau, il a, heu cassé cette petite résistance et on voit là aussi un pic de volume et là, ça c'est aussi ça pouvait être un achat et on allait jusqu'ici. Donc c'est toujours intéressant de voir, ce volume. Ce qui est intéressant, c'est quand on a des pics de volume, souvent une partie, du marché va retester une partie de cette bougie-là, hein. Donc là, on voit, il a retesté à peu près la moitié de cette bougie-là. C'est assez fréquent. On va revenir un peu en arrière. Il a retesté aussi, bah, les 3/4 de cette bougie-là. C'est quelque chose de très, très classique de retester. Il faut pas paniquer en se disant: «Bah, je l'ai pris, il y avait du volume et le marché repart à l'envers». C'est très, très, très classique. Donc là, on le voit très, très bien. Bon, ici, c'était une toute petite résistance, donc c'est assez normal qu'il aille pas, le retester. Tout avait été fait auparavant. Un autre exemple, alors, Dassault Systèmes, hem, il y en a qui me demandent, régulièrement ce que j'en pense. Bah, c'est très, très visible, hein, elle est en tendance baissière, il y a rien à dire là-dessus. Et le volume aussi peut vous aider, pour gérer vos positions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, vous avez acheté. Là, il repart, c'est toujours pareil, hein, sur, la psychologie des investisseurs. On a de l'espoir et puis, boum, l'espoir est déçu et à partir du moment où ici, il me casse le support, hein, on voit très bien le marché avait retesté ici, ici et ici. Il casse le support et on voit du volume. Ici, c'est là où vous prenez votre perte. Heu Personnellement, je trouve ça extrêmement pénible d'avoir un superbe portefeuille où pratiquement tout est vert et j'ai une grosse ligne rouge. Donc, c'est dommage parce que du coup, ça nous fait au lieu d'un bon portefeuille, vous avez un portefeuille extrêmement moyen. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose, hein, même si vous êtes investisseur, de prendre vos pertes quand vous voyez que le marché commence à aller contre vous. Surtout qu'il peut aller, très, très bas, hein, comme on voit sur Dassault Systèmes. Il peut en aller encore très, très bas. Pour le moment, rien, on n'a absolument aucun signe qu'il va repartir. On a un deuxième signal, pareil, hein, ici, il repart, il recasse une hausse du volume, vendeur. Donc là aussi, hein, ça veut dire c'est, une continuation, ce qu'on l'avait vu de la tendance, hein, baissière.
Ici, il nous avait fait un petit range, ça donnait un petit espoir, hein, parce qu'en plus, il avait cassé. Ça, c'est terrible, ce genre de petit espoir. Mais bon, voilà, quand on voit ce genre de petites bougies par rapport au grand mouvement, il faut se dire que c'est un faux signal et être extrêmement prudent. C'est absolument pas un signal d'achat. Et à ce moment-là, voilà, là, le marché recasse ici sous le support et boum, on a du volume vendeur. Et là, ça s'accélère encore plus. Un autre exemple, c'est sur Ipsos. Alors, le marché est en tendance baissière. Et puis là, il est en train de nous faire une consolidation. Comme je l'ai dit, c'est assez terrible parce que ce genre de consolidation donne beaucoup d'espoir et certains influenceurs sur les réseaux vont vous dire d'acheter. Et là, je vous dirais, soyez très suspicieux, surtout que vous allez me dire, ah oui, mais regarde, il y a du volume acheteur. Oui, mais c'est absolument pas suffisant dessus. Donc voilà, ce petit volume est cassé au-dessus. Ça peut peut-être partir au-dessus, mais ça ira sûrement pas extrêmement haut. On voit, hein, d'ailleurs, il a cassé et puis il est reparti. Ce qu'il faut regarder quand c'est en tendance baissière, ici, ça va être que quand il casse, on a une hausse du volume vendeur. Voilà, alors j'ai été extrêmement rapide, je vois que ça, hein, j'ai parlé peut-être sûrement extrêmement rapidement, hein, je suis vraiment désolée. Voilà, si vous voulez me contacter, voilà tous mes contacts, je réponds à tout le monde. Hem, J'espère que vous avez quelques questions. Alors, je vois des Oui, questions. je parle un peu rapidement et voilà, je suis un peu désolée d'avoir terminé un peu plus tôt. Ah non, pas de problème. Ça va nous permettre de poser tout un tas de questions, Valérie. Ah bon, Alors, super. je vais prendre la première. C'est quoi le contrat à terme continu? Alors en fait compte, je vais peut-être dire des bêtises. Par exemple, le SP500, le e-mini, je crois que il y a un contrat tous les 2 mois. Tu peux me corriger Raphaël, hein, Tous les 3. tous les 3 mois, voilà. Et donc le contrat continu, en fait compte, il va lisser, heu il va pas s'arrêter au bout de 3 mois. Il va lisser tous les contrats depuis que le e-mini existe. Et donc, ça nous donne tout un historique au niveau des supports, résistances, etc. C'est ça qui va nous intéresser. Oui, alors j'avais noté quelque part. C'est des questions qu'on me pose souvent, mais je suis pas du tout spécialiste. Peut-être que tu avais fait un webinaire dessus. C'est les différences entre les CFD, les ETF, les warrants, les contrats à terme avec les avantages et les désavantages. Il faudrait effectivement une présentation entière pour tout ça. Moi, je fais souvent une comparaison entre CFD et futur. Bon, en gros, c'est 4, si on dit CFD, futur, ETF, Varan. Mais il existe encore, c'est que des produits financiers pour traiter le même sous-jacent. Donc, si on Mmh. prend le CAC 40, le S&P 500, et ben ces sous-jacents-là, on peut les négocier via différents produits financiers euh, qui sont CFD, qui sont varants, qui sont futurs, contrats à terme, options, turbo, ce que vous voulez. Les différences, elles vont être multiples.
Mais bon, je préfère pas m'étendre là-dessus, ce serait vraiment trop long pour donner les spécificités de chacun des instruments. Néanmoins, pour rebondir sur ce que tu as dit, Valérie, au sujet du contrat à terme continu. Le contrat à terme continu, c'est exactement ce que tu as dit, mais c'est pas du coup, c'est pas un contrat qui se traite. Ah C'est oui, oui, juste tout à fait. TradingView. C'est sur TradingView, ils ont mis un contrat à terme continu pour pas que vous ayez à chaque fois à choisir l'expiration mars, juin, septembre, décembre. Ils vous mettent un truc continu dans lequel ils fusionnent tous les contrats précédents jusqu'au contrat actuel. Mais si, par exemple, chez Self-Invest, vous pouvez trader sur TradingView avec un compte futur, vous devrez à ce moment-là vraiment sélectionner le contrat que vous souhaitez négocier. Donc en ce moment, c'est le contrat expiration en juin. En ce qui concerne les sous-jacents américains notamment, donc tout ce qui est indice, S&P 500, Dow Jones et Nasdaq. Ah, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas que TradingView qui le fait, hein. On le trouve sur StockCharts, Oui. sur les contrats continus. Ok. Alors Voilà. c'est vrai que nous, par exemple, sur notre plateforme propriétaire NanoTrader, on n'a pas ce truc continu. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est sur le contrat actuel, voire sur tous les contrats que tu peux négocier, eh bien, on a mis quand même les expirations précédentes. Donc, c'est-à-dire sur le contrat tradable, tu peux voir quand même un historique très important. Ah, Plutôt que super. d'avoir un contrat que tu peux analyser mais pas trader, bah, nous, on a mis dans le contrat tradable. Mais c'est vrai que chaque plateforme fait comme elles peuvent pour vous afficher ça. Parce que c'est vrai que ça, c'est le problème. Contrat expiration, du coup, vous avez que 3 mois d'historique, ou parfois un mois d'historique si vous faites du CAC. Euh, bon, voilà, donc c'est vrai que c'est important, l'espèce de continu, contrat à terme continu. J'enchaîne sur une deuxième question. Quel est l'indicateur de volume le plus pertinent? Est-ce que c'est volume, volume normalisé, OBV? Alors voilà, bon, j'ai été trop vite, hein, c'est ça. Le volume, c'est une donnée, hein. C'est une donnée comme le temps, comme le prix, comme j'ai dit les intérêts ouverts. C'est pas un indicateur. Attention, il y en a qui disent que c'est un indicateur, absolument pas. C'est juste une donnée. C'est juste un chiffre qui est donné. Donc, vous mettez volume parce que c'est une donnée, comme voilà, comme parce que les prix, vous pourriez les mettre, je sais pas, sur TradingView, on pourrait les mettre en pourcentage. Sauf que c'est quand même plus intéressant de l'avoir en prix. Mais le volume, c'est le volume. C'est pas un indicateur. Alors le truc qui est un peu bizarre sur TradingView, c'est qu'ils le mettent dans l'indicateur. Mais même si c'en est pas un. Ok. Euh, Est-ce que le volume est infaillible? Non, non, bien sûr, c'est comme tout, hein. Sinon, ça serait pas drôle. Mhm. Non, non, le volume, mais c'est une aide, ça donne de la force, bah, comme j'ai dit, sur la tendance ou au contraire, quand on est plutôt dans une correction. Alors je l'ai pas inclus parce que si vous avez jamais l'habitude du volume, je voulais pas complexifier. Mais quelquefois sur certaines bougies où on peut avoir un très gros volume et une petite bougie, c'est aussi une indication qu'il y a un problème peut-être sur, actuel. Donc, ça peut être interprété, mais non, c'est pas infaillible. Il faut regarder aussi si le volume, il est pas dû à une nouvelle. Imaginez, vous avez, le NFP, mmh, l'emploi aux États-Unis, le chiffre sur l'emploi aux États-Unis qui est sorti. En général, ça fait bouger les marchés. Oui, ça va avoir du gros volume, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que ça donne une direction. C'est juste que, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui tradent les news, encore plus avec les algos, mais ça n'a pas de tellement significatif. Ok. Euh, Quelles études as-tu fait pour en arriver là? J'ai essentiellement appris par moi-même. C'est un hasard, hein. Alors, j'ai 2 masters. J'ai un master en économie et un master, que j'ai, australien en informatique. Et Ok.
je suivais mon mari à l'étranger. Quand on s'est retrouvé à Tokyo, j'ai pas trouvé de job et j'ai été recrutée par un petit courtier japonais. Et puis après, je m'y suis intéressée. Je me suis dit, en fait, compte la bourse, c'est pas du casino. On peut se faire de l'argent, mais ça m'a pris énormément de temps. Et tu faisais quoi chez ce courtier-là? Genre, t'avais pas fait d'études, tu t'es retrouvé comme ça Oui, chez un c'était courtier japonais? pas. Si tu connais le film Bowling Room, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on recrute des gens, tu dois recruter et trouver des clients, et tu te fais la main sur les clients. Ok, donc toi, c'était un boulot un peu de commercial, fallait trouver des clients qui allaient traiter. Sinon, on tradait leur compte, mais comme on n'y connaissait pas, j'ai des histoires horribles, hein, je vais peut-être pas les raconter, mais de certains qui allaient voir la caissière du Franprix à côté et qui lui donnait toutes ses économies, et puis il a craché ça en 2 jours. Donc voilà. Mais cette personne-là en particulier, c'est quoi? Le courtier allait voir, par exemple, la caissière de Franprix en disant, je vais te faire gagner de l'argent, donne-moi tes Voilà, économies, je vais te donner, c'est ça? voilà, oui, grâce à moi, tu vas devenir riche. C'est un bon Ok. discours marketing. Et Et ça, c'était un courtier. Ça, c'est un courtier parce que ça, normalement, un courtier, ça fait pas de la gestion. C'était vraiment un courtier. C'était pas une société de gestion. Ils faisaient les deux. oui, moi je sais pas exactement quel est leur, parce que tous les titres, je connais pas Ok. exactement. Donc moi, je suis pas rentrée dedans. Donc Et toi, tu faisais j'avais. aussi de la gestion déjà Oui, alors non, ou... moi je rentrais pas là-dedans, donc je serais de mon compte. Ok. Mais du coup, comme j'avais pas envie de cracher mon compte, je lisais beaucoup et puis voilà, je regardais. Il y avait pas de vidéos sur YouTube à l'époque, hein, il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas grand-chose. Mais il y avait des websites, donc j'ai appris essentiellement par moi-même. Et puis après, je suis arrivée à Singapour où je suis devenue donc négociateur en compte propre. Donc là, on a eu une formation hein, déjà, c'était déjà plus sérieux. Et puis j'avais des copains parce qu'on était dans une salle de marché. Eux m'ont donné des conseils, Ok. pas beaucoup hein, parce que c'est un peu chacun pour soi. Et surtout, on avait une très grande librairie à Singapour et je passais mon temps là-bas, j'achetais tous les bouquins. Je suis tombée sur le bouquin de Jacques Schwager sur les magiciens du marché. Ok. C'est là où j'ai découvert Linda Rashki, où je suis devenue une très très grande fan. Mhm. Et Mhm. parce qu'après j'ai regardé tous ces magiciens et la plupart, ils n'avaient pas de website ou il n'y avait pas grand-chose à part acheter ma formation ou autre. Et c'était la seule qui donnait beaucoup de choses déjà gratuitement, qui donnait Mhm. toutes ces stratégies. Et, et du coup, ma première stratégie, j'ai copié, j'ai copié une de ces stratégies que j'ai complètement backtestée. Alors, je suis exactement la même logique qu'Éric Lefort. Hein. Ok. J'ai fait comme ça, c'était sur le Forex. Jusqu'au jour où Ok. Linda a dit que cette stratégie, elle fonctionnait plus. Je me suis dit, ah non, mais non. Donc, il a fallu que je me réinvente. Du coup, j'ai refarfouillé tout son website, tout ce qu'elle a écrit, tous ses webinaires et autres. Et j'ai découvert Wyckoff, Wyckoff. Et c'est comme ça que je suis tombée sur tout ce qui est action des prix et que je me suis vraiment mis là-dessus. Donc, c'est un long travail. Ouais, c'est beaucoup de recherche, de travail, peut-être de passion. Mhm. Bah, oui, il faut. Oui, Ok, non mais très intéressant. Donc, et quand tu faisais des négociations pour compte propre, donc là à nouveau c'était tes propres fonds que tu investissais. oui, oui. Après, oui, oui, tout à fait. Quand même, quand j'étais à la bourse de Singapour, c'était pareil. L'avantage quand on est négociateur, ça existe hein, sur toutes les bourses. Il y a un trader français qui fait ça avec Euronext. Je sais plus quel est son nom. Il a été interviewé sur Vidéo Bourse, je crois. Et donc, il est négociateur en compte propre. Donc, vous pouvez faire ça avec la bourse de Chicago, avec les autres. L'avantage, c'est que si vous faites du scalping, euh, on paye très peu de commissions. Donc, si on a un gros volume, il y en a un qui est fait dessus, c'est comment il s'appelle Benoît Rousseau.
Il est négociateur en compte propre avec la bourse de Chicago. Donc lui, comme il fait un très gros volume, effectivement, c'est intéressant. Et il n'y a pas besoin normalement, enfin il n'y a pas besoin d'avoir un gros compte pour être négociateur en compte propre. Faut voir faut voir les conditions, mais c'est pas très difficile. Par contre, moi, en swing trading, c'est pas intéressant parce que j'ai pas assez de j'ai pas assez de volume. Ok. J'enchaîne sur les autres questions. Peut-on se passer de l'analyse du volume sur un indice comme le Nasdaq, partant du principe qu'il y aura quasiment toujours du volume pour accompagner un mouvement? Ça me donne les informations, comme je l'ai dit. Je reviens, c'est extrêmement important ces deux questions de se poser, savoir qui domine et si il domine encore, si vraiment il a encore de la force ou pas. Et le volume, ça m'aide. Si je commence à voir, pas que le volume, hein, aussi, parce que si les bougies commencent à être plus petites et qu'elles parcourent une petite distance, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur Euronext, je crois que c'est mon dernier exemple. Ça donne une indication que le marché a besoin d'une correction ou peut-être de changer de direction. Donc voilà, c'est juste pour m'aider à confirmer mes intuitions. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu utilises que les volumes ou est-ce que tu couples avec d'autres indicateurs? Non, alors je vais remettre, de remettre ici en fait compte. Voilà. Il y a un indicateur ici que je mets, mais en fait compte je l'utilise pas comme indicateur, c'est l'ATR, mais il est à 1. J'ai eu un mentor, ouais, j'aurais pu en parler d'ailleurs, qui a écrit un livre, j'ai oublié le nom, qui s'appelle David Weiss. C'est un grand, je pense, la 3e génération voilà, de traders sur Wyckoff. Il a été mon mentor, donc c'est grâce à lui aussi que j'ai appris beaucoup sur le volume. Et en mettant la terre à 1 et avec sur TradingView, je peux le mettre la terre non pas sous forme là de zigzag, hein, mais sous forme d'histogramme. Ça me permet de comparer la taille des bougies. Donc par exemple ici, ça me permet de voir que cette bougie verte, elle est plus grande que celle-là. Donc c'est un petit indicateur, hein. Je l'utilise pas énormément, mais c'est intéressant de voir par exemple, cette bougie-là, c'était la plus grande depuis 4-5 mois. Donc voilà, ça peut être une grande indication, voilà. Il faut savoir que la Terre, ça prend aussi en compte le gap, hein. Donc quelquefois, on peut avoir une petite bougie, mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'elle a tenu compte du gap qui est au-dessus ou en dessous. Ok. Euh, Mais sinon, non, j'utilise aucun indicateur. Et puis la seule pas du chose tout. que je montre, hein, ici, c'est tous les supports, les résistances, c'est-à-dire à chaque fois, je regarde, c'est très facile, hein, je m'en mets dessus, c'est plus facile. Je vais regarder quelle est l'interaction. Ici, je vois, j'ai une très grande bougie rouge. Ça, c'est vraiment un signal, quand on voit ça, c'est vraiment un très fort signal que la tendance est en train de partir à la baisse, hein. Et puis là, il me fait une consolidation, un range et il sort. Et là, je suis un petit peu suspicieuse, hein, parce que j'ai quand même cette grande bougie, donc j'attends de voir. Et puis effectivement, à un moment donné, il repart dedans. C'est quand même une bougie assez grande. Ici, c'est un signal de vente, hein. Donc on repart. Donc je regarde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une résistance que s'il y a 2 points. S'il y a le premier point, c'est le plus haut. 2 points, ça fait une résistance.
Donc voilà, et puis moi je note, donc on voit ici, hein, plus c'est retesté, on voit c'est testé ici, c'est retesté ici, plus ça a de l'importance. Donc on voit l'interaction qui se passe à chaque fois sur ces niveaux-là. Donc ça, j'en parle à chaque fois, hein, sur toutes mes vidéos, toutes mes analyses que je fais tous les dimanches soirs sur YouTube. Vous verrez, c'est toujours pareil. C'est voilà, la logique. Il m'a fait un plus haut, il n'arrive pas à dépasser le plus haut, c'est intéressant. OK, voilà. Alors il descend doucement et puis après il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Pardon, la question, j'avais le micro qui était débranché. Sur l'exemple que tu montres avec les deux flèches, il y a donc une bougie verte pleine qui est accompagnée par un volume plus important qu'habituellement. Est-ce que ça, tu l'interprètes comme du coup un faux signal? Il faut toujours que ce genre de bougie soit Alors, accompagné d'un fort volume pour que ce soit confirmé? j'ai failli le mettre dans l'exposé aujourd'hui, donc mais en fait, compte là, le volume me sert aussi comme un indicateur que ça peut changer de tendance. Et là, c'est intéressant, c'est que c'est possible que le marché ici montre un changement de tendance. Ça être à c'est à confirmer, mais ça peut être les institutionnels qui se disent: «OK, là, le marché commence, à être bien descendu. Nous, ça commence, ça nous intéresse de rentrer sur le marché». Mais ça va prendre du temps, hein, comme, Patricia l'a peut-être expliqué, hein, l'accumulation, va y avoir beaucoup de de va-et-vient, hein, sur plusieurs niveaux avant que le marché reparte vraiment. Mais ici, je vais Hmm. noter ici que j'ai du volume. Comme ici, on le voit ici, hein, j'ai du volume ici qui monte, heu mais le marché va pas tout de suite descendre, hein. C'est juste des signaux d'alerte. Je me dis: «OK, c'est intéressant», donc je le note mentalement et puis après je vois et puis après quand je commence à voir que ça commence à descendre, c'est une confirmation que la tendance est en train est partie dans l'autre sens Ok. et Parce c'est que là c'est où vrai on que fait les j'ai souvenir dans certaines présentations, parler d'Éric Lefort, ou dans certaines de ses présentations, quand il parle de volume, souvent il dit quand le volume il est, ouais, qu'il y a un mouvement important suivi d'un volume très important, mmh. lui considère que ça ne confirme pas, au contraire. Il faut pas que le volume soit irrégulier par rapport à d'habitude, parce que ça pourrait dire, par exemple, que c'est une espèce de dernier souffle de mouvement avant un repli. Est-ce que ça, c'est une analyse que tu partages ou toi, tu es vraiment pour le fait de Ah oui, devoir tout à fait. accompagner d'un fort volume? C'est quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui se passe. Soit le marché est en train de va peut-être repartir, hein, mais ça va prendre, hein, parce que là, on est hebdomadaire, hein, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'il reparte à la hausse. Ou peut-être que c'est quelque chose, voilà, un bon j'ai pas vérifié, peut-être des bons résultats, mais en fait compte, le marché est pas convaincu par ces bons résultats. Donc je sais pas, comme quelqu'un la question qu'on a posée de savoir si, le volume est fiable. Non, mais c'est juste se poser des questions. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc heu, donc voilà, donc après, heu ça prend du temps, hein, d'étudier le volume. C'est un peu subtil. Donc ce que je vous ai mis, c'est vraiment le plus important, je dois dire, c'est de choisir les marchés où il y a vraiment, du volume, parce que c'est là où vous allez vous faire plus d'argent puisque c'est là où il y a une tendance, hein. C'est un peu comme je vous ai montré l'exemple avec, de la série, Scalp, quand on était, au parquet et qu'on voyait qu'il y avait de l'activité. C'est exactement pareil. C'est tous les marchés qui sont vraiment en forte tendance avec du volume, faut être dessus. C'est là où vous allez vraiment vous faire d'argent. Et puis après, une autre utilisation, c'est au moment des cassures, comme je l'ai montré plusieurs fois, comme ici, hein, à chaque fois qu'il cassait, par exemple sur Dassault Systèmes, eh ben, c'est une confirmation que ça va plus bas, hein.
Donc ça, c'est vraiment deux utilisations que vous pouvez faire. Après, les confirmations de tendance ou de correction, c'est peut-être un peu plus Ok. subtil, donc vous pouvez attendre. Ou Euh, utiliser, de- utiliser d'autres indicateurs. Tu utilises l'unité de temps daily. Est-ce que le volume, du coup, qui est vraiment pertinent de regarder, c'est le volume daily ou Oui. regarder un volume en 1 heure, c'est bien aussi, c'est tout aussi pertinent. Euh, il y en a qui font du scalping en 1 minute et le volume est intéressant, hein. Après, en 1 heure, c'est très compliqué parce que le marché, il fait le tour du monde, hein. Surtout si vous faites le forex ou autre. Du coup, c'est compliqué parce que vous avez l'ouverture, je sais pas, l'ouverture de Chicago. Après, ça va être le Pacifique. Après, ça va être l'Australie, etc. Donc, vous allez toujours avoir un pic de volume, mais c'est uniquement parce que les marchés s'ouvrent. Donc, ça n'a pas un grand intérêt. Et puis, comme je l'ai dit au début, en plus, le volume, le vrai volume, il va être à la fin de la journée sur les bourses. C'est pas, il va y avoir un Hmm. petit décalage entre temps. Donc sur du très court terme, par exemple à la minute, c'est intéressant. Après, sur 15 minutes, 1 heure et autres, moins. Personnellement, je trouve ça moins intéressant. Ok, très intéressant. Euh, et quelle heure est-il? Non, on a encore un petit peu de temps pour les questions. Alors, Pamela nous demande, quel est votre premier critère pour vous dire aujourd'hui, je vais trader cet actif plutôt qu'un autre? Euh, alors, bah, par exemple, sur les actions, j'ai fait une vidéo dessus justement. Je veux avoir quelque chose qui a une grosse tendance. Par exemple, si je prenais, bah là, je prends Dassault Systèmes, c'est intéressant parce qu'il y a une grosse tendance. Alors maintenant, elle commence à être vieille, hein, cette tendance. Mais par exemple, ici, on avait déjà eu un premier mouvement, mais ici, une grosse chute. Ici, le deuxième, ici, c'était vraiment un trade intéressant. Donc voilà, donc je veux avoir une grosse tendance, une grosse direction. Ou alors sinon, je trade les ranges. Ça, c'est très très intéressant de trader les ranges. Je suis pas la seule, hein, on est beaucoup parce que Hmm. c'est sûrement, en plus quand on est débutant, c'est facile quand même à repérer et assez facile à trader. Donc Ok. voilà. Au niveau du volume, toi, tu le vois en live ou il faut attendre la fin de la clôture, enfin la clôture de la bougie ou tu vois ça le Enfin, lendemain? comme j'ai dit, de toute façon, en journalier, ça va être à la clôture. Après, en 1 minute, bah, ça va tellement vite que bon, bah, c'est toujours la clôture, hein. Donc, Ouais. mais oui, comme j'ai dit en intraday, il y a trop de facteurs différents. Il va y avoir toutes les news qui vont sortir et vraiment, en plus, les marchés, hein, c'est en continu. Il y a Londres qui va s'ouvrir. Après, il y a l'Europe, etc. C'est en permanence et donc il va y avoir des faux volumes qui ont pas vraiment d'impact. Donc en intraday, ça veut pas dire grand-chose personnellement. Ouais. Ok. Ok. Allez, est-ce que je prends une dernière question? Il reste 1 minute. Patrick demande, est-ce que tu utilises les vagues de Weiss? Ah bah, c'était mon prof, donc mon mentor. Ouais, ouais, il m'avait tout expliqué ça. Oui, je pourrais mettre, par contre, alors les wave device, c'est en fait quand ils cumulent. Alors je vais revenir sur mon graphique. C'est par exemple, il va sur ce mouvement-là, sur ce swing-là, il va cumuler tout le volume là. Du coup, ça va être intéressant parce que on va voir, bah, plus c'est une nouvelle tendance, plus le, plus la wave va être importante et puis plus la tendance va avancer, plus les waves vont diminuer. Donc c'est intéressant de voir. Il y en a qui mettent ici, ça va être le plus haut, qui calcule vraiment sur le volume. Je suis pas autant dans le détail, mais c'est intéressant, hein. Donc vous pouvez voir, David Weiss, il a écrit un bouquin qui s'appelle Trades.
Trade about to happen, ou quelque chose comme ça. C'est pas traduit en français et c'est pas facile à lire. C'est Mhm. c'est presque du Proust, hein, si on veut s'endormir, mais mais c'est très intéressant. Mhm. Donc voilà. Et allez, j'en pose une petite dernière. Est-ce que tu regardes aussi l'open interest? Est-ce que ça te parle, ça, l'open interest? Oui, j'en ai parlé au tout début, hein, Ah, alors ok. j'en ai pas parlé, mais c'est très intéressant, oui, parce que ça veut dire, ce sont, comme je l'ai dit au tout début, c'est tous les contrats qui vont rester ouverts la nuit. Ça veut dire que c'est tous les traders et investisseurs qui pensent que le mouvement actuel va continuer au moins sur le lendemain. On n'a pas, c'est un peu comme le volume, on n'a pas le détail de savoir combien de personnes va garder combien de contrats, hein. C'est un montant global, mais c'est intéressant de voir parce que ça donne une confirmation que, ben, on peut garder le trade pendant la nuit.